Salut à tous, c'est mercredi, c'est le 13h30 et je suis avec Kevin Ansar qui est très assoiffé. Nous venons de le voir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une soupe chaude, un petit thé? Dis-nous. Eh non, c'est un café, c'est un café. Oh putain, mais un café dans un mug de 8 litres, toi. N'importe quoi. Oui, écoute. Voilà, c'est pour se tenir éveillé, hein, vous le savez. Donc Kevin qui revient pour la suite de Terraform. Cette fois-ci, on va faire la part belle à la démonstration, le retour de l'impossible. Terraform. Merci d'être là dans le 1330 avec nous. J'appuie sur le bouton qui va bien et on va pouvoir commencer à voir les quelques slides qui vont accompagner cette superbe démonstration. D'abord, Kevin, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va aujourd'hui. Je suis très content de présenter la dernière vidéo sur le Terraform et puis j'espère que ça va vous plaire du coup. Mais nous en sommes fort aises et je vois que tu as sorti une très belle chemise. Eh oui, eh oui. Quasiment Aujourd'hui, repassé. Truc de fou. quasiment, quasiment. Allez, je t'embête plus, vas-y. Par contre, on peut ne plus avoir la barre des tâches, là, de chez toi? Mais je Parce que sais c'est pas relou. pourquoi elle reste affichée, je ne sais pas pourquoi, pour le C'est de coup. la merde. Bon, tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Ok. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là dans les précédentes vidéos, il y a quelques slides de récapitulatif de ce Ah qu'on a bah vu bien la sûr, dernière fois. c'est ce qu'on veut. Euh, Déjà, d'abord, qu'est-ce que c'est Terraform? Donc, c'est S'il te plaît. un outil qu'on appelle un outil IAC, donc un outil d'infrastructure as code. Ça a été développé par HashiCorp et le but étant de vous permettre de déployer vos environnements, vos infrastructures via du code directement et plus soit via le portail Azure, soit des scripts qu'on avait avant. Voilà. Mhm. Donc, l'IAC, si on rentre un peu plus dans la définition de ce que c'est la création ou l'approvisionnement d'une infrastructure via du code plutôt que via des processus manuels. Donc là, on est vraiment, quand on parle de processus manuel, on parle vraiment de scripting, on parle aller cliquer directement, par exemple, sur l'Azure Portal. Là, Mhm. pour le coup, c'est vraiment du code qui va s'exécuter. Donc, avec IAC, on a des fichiers de configuration contenant le code qui correspond à la spécification de notre infrastructure qui devra être créée quand on va l'exécuter. Voilà, tout simplement. Ok. Ça, c'est un schéma un peu classique de fonctionnement de Terraform. Donc, comment ça se passe? Vous installez Terraform sur votre machine. D'accord? Vous avez plus de 3000 providers, si je ne dis pas de bêtises, sous Terraform. Ça se trouve, ils ont augmenté depuis la dernière fois, mais il me semble que c'est bien 3000. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer sur votre machine en fait des fichiers de configuration. Ces fichiers-là ont en fait le ils se terminent tous pardon par le .tf, d'accord? Mhm. Et quand vous allez exécuter votre Terraform, lui il va créer ce qu'on appelle un Terraform state, un état de déploiement qui va lui-même déployer sur vos infrastructures, sur vos providers, donc Azure, AWS, Google Cloud Platform et j'en passe, tout Et simplement. leurs amis. Exactement. Et il y en a plein au final. De toute manière, en fait, c'est les providers qui codent eux-mêmes euh, la- le code avec Terraform. Voilà. En gros, c'est les mecs d'Azure qui vont coder les fonctionnalités de Azure pour Terraform et ainsi de suite. Ok. Nous avons le bonjour de Jou Chéri. Si Et tu vois qui je bonjour, veux mon dire. chéri. Oui. Je suis très Du mal coup, coiffé aujourd'hui, mais c'est normalement j'y vais demain. Voilà, parce que là, ça oh, va pas du tout, je constate. Par contre, vous noterez, hop, que la barbe a totalement disparu au profit de la fameuse moustache. Salut à Juanito VHN également. Je t'ai coupé, Colline, vas-y, tu peux. il n'y a pas de souci. Du coup, Terraform, comment il fonctionne réellement? En fait, il va communiquer avec les API des providers. Par exemple, pour tous ceux qui connaissent un peu Azure, vous savez que Azure, ce qui gère derrière, en fait, quand vous allez cliquer sur l'Azure Portal, c'est l'Azure Resource Manager. Et en fait, Terraform, il va aussi communiquer avec les API de Azure Resource Manager, tout simplement. OK? Azure avait déjà ce principe-là, pareil pour AWS, avec des templates JSON. Donc, en gros, on avait des infrastructures au format JSON qu'on allait pouvoir réutiliser, mais on Mhm. n'avait pas toute cette partie variabilisation et toute cette partie vraiment code où on allait vraiment pouvoir personnaliser et rendre réutilisable le déploiement d'infrastructures. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet avec Terraform, donc on va revoir les commandes un peu utiles. On Mhm. a donc en premier la commande Terraform init. Terraform init, elle permet simplement d'initialiser le dossier dans lequel vous êtes, le dossier courant, pour installer en fait toutes les dépendances de Terraform. On verra après comment ça fonctionne ce système.
mais ça vous permet en fait d'installer tout ce qu'il vous faut pour pouvoir exécuter correctement votre Terraform. Hmm. On va avoir alors le Terraform Plan. Terraform Plan, c'est ce qui va vous permettre de créer cet fichier d'état. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on en a parlé. Lui, en fait, quand vous allez faire un Terraform Plan, il va savoir si oui ou non il y a eu des modifications par rapport à la dernière fois qu'il a été exécuté. Et au-delà de ça, il va pouvoir aussi garder une visualisation de ce qui est déjà déployé. Donc, il va pouvoir vous dire, bah, là, effectivement, tu m'as rajouté ça, il y a ça qui a changé dans ton fichier, ça n'a pas été encore déployé. Quand tu vas faire un apply, je le déploierai, tout simplement. En gros, c'est un peu l'architecte de Terraform. Ok. Voilà, donc là, on a Alors un vous exemple inquiétez pas, d'appli. pour ceux qui n'ont pas bien vu les commandes, tout à l'heure on les verra en très très bien zoomé. Oui, c'est ça. Et pour le coup, il y a vraiment Terraform Plan, par exemple, espace plan. C'est souvent en haut à gauche ou en haut à droite de l'écran pour, le récapitulatif de la commande. Ok. Là, je vous remonte simplement un output de Terraform Plan. Celui-ci, en fait, il vous affiche que bah, là, typiquement, il n'y a pas de changements qui ont été effectués, tout simplement. Donc, si on récapitule l'ordre des commandes, d'abord on fait le code, ça me paraît plutôt Pas logique. mal ça. On va faire un init pour télécharger toutes les dépendances qu'on a besoin avant d'exécuter notre code. On va faire un plan qui va organiser en fait le déploiement. Il va se dire, OK, bah, ça, je dois le déployer en premier, ça, je le déploie ensuite, etc., etc. Ça, pour le coup, c'est pas à vous de le dire, ça va être simplement, enfin, vous pouvez le faire, mais par défaut, c'est fait par les providers. Et enfin, vous allez faire un apply qui veut simplement dire appliquer l'infrastructure, et donc ça va vous la déployer sur le provider en question, tout simplement. Ok. Euh, la dernière fois, on avait vu pas mal, on avait fait pas mal d'exemples sur comment se connecter à une VM en SSH via Terraform, comment installer des trucs dessus. On va juste repasser rapidement dessus parce qu'on en aura besoin dans la démo d'aujourd'hui. Donc, pour se connecter, on a ce qu'on appelle un provisionneur qui s'appelle connexion. Là, on voit vraiment l'exemple de code à l'écran. Et en fait, ce provisionneur-là, il vous permet de vous connecter avec plusieurs types de connexions. En l'occurrence, celle qu'on a à l'écran, c'est du SSH. Et ça va bien entendu nous permettre de nous connecter avec un utilisateur, un password ou une clé publique ID-RSA. Mhm. Du coup, tout est OK. Une fois que vous serez connecté, le but, c'est d'exécuter des commandes sur la VM à distance ou sur la machine distance. Et donc, pour ça, on a le provisionneur Remote Exec qui nous permet d'exécuter des commandes en remote, comme son nom l'indique. Et là, pour le coup, c'est une suite de strings qui correspondent aux commandes que vous allez exécuter. On le voit là dans le petit tableau inline. Voilà. Hop. On a un dernier provisionneur à voir ensemble, c'est le file. Le file, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet en fait de récupérer un fichier en local sur votre PC et de l'exécuter à distance, enfin de le copier, pardon, à distance Mhm. sur la VM. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, notamment quand vous Utile. allez vouloir. Utile. Ouais, c'est ça. Quand on va vouloir, par exemple, copier ou coller des scripts d'une VM à une autre ou de notre local sur une VM, là, pour le coup, c'est plutôt pratique. On rentre dans un point important de Terraform. Terraform, je vous ai dit, c'est un langage. Comme tout type de langage de programmation, on peut créer ce qu'on appelle des variables, donc qui nous Mhm. permettent de contenir des informations. Terraform, il a ce qu'on appelle de la précédence de données. C'est quoi la précédence de données? C'est le fait de dire que si on déclare plusieurs fois la même variable, donc le même nom de variable, il va utiliser la dernière valeur trouvée en D'accord. remplaçant toutes les valeurs précédentes. D'accord? Euh, Le seul truc sur Terraform, c'est que en plus de ça, ils ont mis une hiérarchie dans les fichiers de variables. Par défaut, vous pouvez les déclarer dans votre code basique. Ça, c'est vraiment la première itération, on va dire. Mhm. Et ensuite, vous avez des fichiers, par exemple, des pointfs var ou des choses comme ça qui nous permettent en fait de déclarer nos variables. Et plus on va monter haut dans notre liste, donc tout en bas, tout en haut, pardon, c'est environnement, donc c'est celles qui comptent le moins. Et tout en Ouais. bas, c'est dans le CLI, on va faire -var, le nom de la variable Mhm. égale et à quoi on veut qu'elle soit égale. Et bien là, pour le coup, ce qui primera en premier, c'est ce qu'on voit tout en bas de la liste. Donc le -var ou le -var file, tout Ok. simplement. Ça C'est permet important de d'avoir comprendre. des Ouais, informations qui soient stockées, initialisées au plus haut niveau et exactement. éventuellement de les overrider dans tes scripts les plus fins. Tu as raison, bon coup. C'est ça, exactement. Et en plus de ça, ça nous permet de réutiliser du code parce que je vais pouvoir déclarer mes variables dans mon code pour moi
pour faire mes tests. Et quelqu'un qui reprendrait mon code, mais qui ne voudrait pas utiliser forcément les valeurs de mes variables, il aurait juste à les redéclarer dans un autre fichier et dire que c'est ce fichier-là qu'il veut utiliser pour les variables. Ok. Et du coup, j'aurais plus de soucis. Dernière chose à voir, c'est un point un peu particulier de Terraform. Le but de Terraform est d'automatiser le déploiement d'infrastructures via du code, mais pas que. Le but, c'est de le rendre modulaire, le code, pour pouvoir le réutiliser dans plein de cas particuliers. Typiquement, j'ai un code qui me permet de déployer une VM sous Azure. Je n'ai pas forcément à avoir envie, à chaque fois, de devoir le recopier, le réutiliser. Pour ça, Terraform a créé en fait ce qu'on appelle les modules. Vous voyez ça comme des petites librairies que vous créez vous-même, d'accord? Et ces modules vont vous permettre de réutiliser du code tout en spécifiant, en devant spécifier à l'appel de votre module toutes les variables que vous avez besoin dans votre module, tout simplement. Hop, et donc là, on va passer à la démo. La démo, j'appuie sur le bouton qui va bien pour la démo. Hop là, c'est bon. Ok. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va, dans cette partie, utiliser une module. Le but, ça va être de déployer une VM sous Azure, d'accord? Il y a plein de providers pour le coup, mais là, nous, on va essayer de déployer sous Azure. Ah oui, s'il te plaît. Première chose à voir, donc sur cette architecture de code, on a déjà ma clé publique et ma clé privée qui sont là. Pourquoi elles sont ici? Pour pouvoir en fait les enregistrer par défaut dans la VM pour que je puisse me connecter après dans la VM que je crée, tout simplement. Dites-nous sur le chat si le zoom est suffisant. Si vous avez Ouais. des petits yeux vieillissants, on puisse savoir. Normalement, on est pas mal là, mais vous nous dites. Oui. Ouais, carrément. Ensuite, on voit que j'ai un script.sh qui correspond simplement à l'installation de Piglet, pour le coup. Et derrière, on verra après le main et le provider. C'est des choses qu'on verra juste par la suite, qui sont importantes. Alors, si on rentre dans le code, on voit qu'ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle module. Dans ce dossier module, en fait, ça va être mon outil pour déployer une VM Ubuntu. D'accord? Moi, je l'ai appelé VM Ubuntu 18 parce que j'utilise la version 18 d'Ubuntu, ce qui me permettra, à chaque fois que j'appellerai mon module, de créer une VM Ubuntu via le code que j'ai déjà codé, pour le coup. Ok. Si on regarde dedans, on a quelques informations. Donc déjà, on a des variables. Déjà. On voit que je vais préciser la localisation de mon ressource groupe, que je vais préciser la localisation, le nom de mon ressource groupe. Là, par exemple, je peux mettre NeoCSDI. Carrément. Très bien. Et je vais pouvoir préciser le nom de ma VM, tout simplement. Par la suite, je vais créer ce qu'on appelle des outputs, donc ça me permet d'afficher des valeurs. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Je vais simplement aller récupérer le nom de mon ressource groupe, mon adresse publique et ma clé privée pour que je puisse me connecter à ma VM en SSH en dehors de Terraform, tout simplement. Ok. Et enfin, bien entendu, on va avoir le main.ts qui contient le code qui, là, pour le coup, nous intéresse et on va essayer de le voir en détail ensemble. Alors, je vais peut-être laisser ça, c'est au milieu de l'écran. Alors, la première partie, c'est pour avoir un ressource group name en random. Moi, je ne l'utilise plus pour le coup, mais il faut savoir que par défaut, il vous conseille d'utiliser des noms de ressources group random. Je trouve pas ça très pratique. Moi qui travaille sous Azure, je trouve que le fait d'utiliser du random, c'est pas très clair, surtout quand on a des projets. Je préfère le set moi-même. C'est sûr. Ici, donc, je vais créer un ressource groupe Azure. Tous ceux qui ont déjà utilisé Azure savent que c'est une sorte de dossier dans lequel on va initialiser un projet ou une mission client en particulier, dans laquelle on va retrouver tout ce qui concerne ce projet-là. Voilà, tout simplement. Et donc là, je vais utiliser mes variables qu'on avait tout à l'heure avec le mot-clé var, point, et je vais aller récupérer donc, le nom de ma variable. Si on revient ici, c'est ressource group location. On voit bien que c'est exactement le même nom. Et du coup, je vais lui mettre sa localisation et son nom. D'accord? Par la suite, je vais devoir créer pas mal de choses sous Azure. Et là est le souci, c'est-à-dire que je ne peux pas réutiliser ce code-là pour déployer sous AWS. Le code est différent en fonction du provider. Donc ça, il faut se méfier. Si on a le temps à la fin, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble sur AWS. Mais le code est à chaque fois différent. D'accord? En fonction des providers. Ici, je vais créer un réseau virtuel. Alors, pourquoi créer un réseau virtuel? Parce que de toute manière, Azure demande de créer un réseau virtuel pour créer ses VM. Et donc là, je vais juste lui spécifier que
c'est qu'il appartient aux ressources groupes que j'ai déclaré au-dessus et qu'il est à la même localisation que mon ressource groupe. Jusqu'à là, rien de particulier. J'ai laissé les valeurs par défaut pour le nom et l'adresse IP, tout simplement. Donc, après avoir créé mon virtual network, je crée un subnet. Encore une fois, c'est Azure qui l'oblige. Toi, AWS, on n'est pas obligé, par exemple. Là, pareil, je vais simplement lui donner un nom et un préfixe pour mon adresse IP. Encore une fois, je vais lui préciser le network name. Pour ça, Terraform nous permet en fait d'aller récupérer les ressources qu'on a déclarées plus tôt. Donc là, on voit que Azure RM Virtual Network, c'est le nom de ma ressource. C'est le type de ma ressource. D'accord. Mhm. Et là, mon nom, c'est My Terraform Network. Donc ici, je vais aller récupérer dans ma liste de Virtual Network, parce que je peux en déclarer plusieurs. Je vais lui préciser le nom, et là, on voit bien que c'est exactement le même. Et enfin, je vais lui dire, bah, dedans, je veux que tu me récupères l'information name, tout simplement. Vous voyez ça comme un objet, tout simplement, qui est créé et que je peux récupérer pour réutiliser. Pareil pour le ressource group, du coup, je récupère le nom du ressource group. Derrière, je vais mettre les adresses publiques en place. Pareil, encore une fois, un nom, tout simplement, une localisation, le nom du ressource groupe à laquelle elle appartient et le type d'allocation, donc comment il va allouer l'adresse IP. Pour le coup, moi, je l'ai laissé en dynamique, qui est la valeur par défaut. Ok. Là, on rentre dans le... Oui, Non, non, j'ai dit ok. là, on rentre dans un point très important. On va passer dans ce qui est dans la sécurité du network. Et donc ça, c'est très important de ne pas se tromper là-dessus, parce que sinon, vous aurez des gros problèmes. Le nom, la localisation et le nom du ressource groupe ne changent pas. Ça, c'est toujours pareil. On met ce qu'on veut. Sauf pour le ressource groupe, on doit réutiliser le ressource groupe qu'on vient de créer, ou un ressource groupe existant, c'est possible. Et ensuite, on va vouloir préciser les types de sécurité, donc comment on va pouvoir se connecter en réseau à notre VM. Moi, je veux me connecter uniquement en SSH, donc je vais lui préciser du SSH. Je vais lui préciser, alors la priorité, c'est une information qu'on retrouve sur la documentation officielle de Microsoft, mais pour le coup, ce n'est pas très intéressant. Ce qui nous est important de voir, c'est trois choses. Voilà. Mhm. Premièrement, l'access, il faut l'autoriser, forcément. Le protocole, je le mets en TCP. Le port, je le mets en 22. C'est vraiment très classique pour se connecter en SSH, c'est juste qu'il ne faut pas oublier de le faire, tout Oui. simplement. Là, on a des network interfaces. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail trop. C'est simplement des valeurs par défaut que donne Microsoft, qu'on retrouve sur le site de Microsoft et qui, pour le coup, vous aurez rarement à les changer. La plupart du temps, quand vous créez quelque chose sur Microsoft, vous ne voyez même pas les networks. Et pour une VM, je parle, on ne va même pas aller regarder les networks. On va juste créer notre VM, lui donner un nom et rouler jeunesse, c'est parti. Bah là, c'est pareil. Là, c'est des valeurs par défaut, donc on ne va pas y toucher. Ça nous va. Là, pareil, c'est des valeurs par défaut. C'est simplement pour préciser vraiment l'interface de sécurité. Donc, ça, pour le coup, c'est important de s'y arrêter 2 petites secondes. Ça nous permet surtout de préciser qui a accès à notre ressource groupe, pour le coup. Là, moi, ici, mon interface ID, celle que je récupère par défaut, c'est celle de mon utilisateur. Donc, forcément, mon utilisateur a le droit d'utiliser ce qu'il crée. Si on veut en déclarer plusieurs, on pourra le faire ici. Il faut déclarer un storage account pour simplement pouvoir stocker des choses, notamment pour la taille de stockage de notre VM. Donc là, pour ceux qui ont déjà utilisé Azure, ça doit vous parler. Standard LRS, c'est la taille par défaut la plus petite et la moins chère. Donc pour l'exemple, on économise de l'argent, je n'ai pas pris la plus chère. C'est bien, c'est ce qu'on veut. On aime bien l'économie. Ici, exactement. Ici, donc pareil, je remets le ressource groupe, la localisation et je lui donne un nom que je souhaite. Ici, on voit que par contre, j'ai fait un random sur le nom. Pourquoi j'ai fait un random? Simplement parce que je n'ai pas envie de mettre un nom par défaut sur mon storage account, étant donné que moi, personnellement, je ne vais pas y accéder et que la seule manière d'y accéder, ça sera de passer par ma VM. Je lui mets un nom que, a priori, je ne retrouverai pas, tout simplement. Ok. Ici, je vais préciser comment je vais me connecter. Donc là, on voit que c'est avec une clé RSA, tout Mhm. simplement. Et là, on arrive vraiment dans le sujet intéressant qui Ah, est la c'est VM maintenant. en elle-même. Attention. Et donc là, en fait, on va repréciser toutes les informations qu'on a déclarées au-dessus. On va lui donner le nom, la localisation, le ressource groupe auquel elle appartient, tout ce qui est network interface.
Et Mhm. enfin, on va pouvoir préciser donc l'OS disque. Ici, on a du Premium. Je l'ai laissé par défaut, mais c'est le Premium LRS, c'est pas très cher, c'est genre, je crois, 10 € par mois, donc ça va. Préciser, bien entendu, le type de VM qu'on veut. Donc moi, ici, c'est un Ubuntu Server 18, d'où le nom de mon dossier VM Ubuntu 18. Bien joué. C'est la version latest. Il faut savoir qu'on peut préciser la version. Ici, j'ai précisé la latest. Attention, parce que en fonction du coup des mises à jour qu'il y aura sur Ubuntu, parfois vos outils ne fonctionneront plus dessus. Donc, il est Ouais. bien de mettre une version par défaut qu'on va garder tout du long. Moi, j'ai mis la test pour l'exemple, tout simplement. Oui. Et puis en faisant ça, tu es sûr que la version vers laquelle tu pointes n'est pas dépréciée dans le temps, quoi. Exactement, exactement. Là, pour le coup, c'est vachement important. On va avoir donc le nom de ma VM. Bon, là, pour le coup, MyVM. A priori, tout va bien. Joli. Le nom de mon admin. Alors là, moi, j'ai mis Azure User. Azure User, je vais y arriver. J'aurais pu le mettre dans une variable aussi. Là, par défaut, je l'ai laissé tel quel. Voilà, tout simplement. Et là, c'est très intéressant. Ici, ce qui se passe, c'est que je vais lui préciser donc mon username. Je vais lui repréciser l'admin du username. Par Mhm. contre, je vais aussi lui préciser la clé publique. D'accord? Je vais copier ma clé publique qui est ici, du coup, dans mon repo, pardon, dans la VM, pour pouvoir y avoir accès. Sinon, je n'y aurais pas accès, tout simplement. Donc ça, c'est très important de ne pas l'oublier parce que sinon, vous n'aurez pas accès à votre VM en dehors de Terraform. Je trouve ça un peu dommage. Oui, on y est. Le storage account dont je parlais tout à l'heure, qu'on va référencer, tout simplement. Et enfin, je vais aller me connecter à cette VM. Comment je fais? Bah, je récupère avec le mot-clé self l'adresse IP de ma VM. Je lui précise que mon utilisateur, le type de connexion, donc là, SSH, Mhm. la clé privée, là, encore une fois, c'est celle que j'ai ici, ID underscore RSA. Pour le coup, on peut même récupérer ça depuis des key vaults sur Azure. Je ne l'ai pas mis là pour pas complexifier le code, mais on Ouais. peut tout à fait vraiment rendre ça sécurisé pour le coup, et pas forcément l'avoir en local. J'ai précisé le timeout. Alors, c'est pas obligé. Néanmoins, c'est fortement conseillé parce que parfois, Terraform bug et du coup, vous pouvez attendre 2-3 heures sans savoir si votre infrastructure a été déployée. On Le y est. timeout permet vraiment de stopper la connexion si la VM n'est pas encore déployée. Ici, alors ça, je vais le laisser en commentaire pour le coup, c'était juste pour vous montrer. Je vais pouvoir aller récupérer mon filtre, mon script qui est en local, et je vais pouvoir le mettre sur ma VM directement. Mhm. Voilà, tout simplement. Là, pour le coup, ça ne nous est pas très utile, c'était juste pour vous le remontrer. Et enfin, donc là, on a toutes les commandes que je vais vouloir exécuter. Et donc, dans ces commandes, on voit que ici, j'essaye d'installer Docker.io et que j'essaie de run Hello World sur ma machine, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer quand je veux l'exécuter? Donc là, on est bien dans le code. Ça va exploser. Ah oui, il y a des chances, il y a des chances. Ah. Ça arrive de temps en temps. Pardon, j'ai oublié de préciser un truc important, Et excusez-moi. voilà. Ici, du coup, ça, c'est mon module. Et dans mon main, donc dans n'importe quel en fait, autre dossier de Terraform, je vais pouvoir appeler ce module-là. Là, je l'ai mis dans un main.tf qui veut dire que c'est le fichier principal de ce dossier-là. Mhm. Dans ce dossier-là, j'ai juste précisé que je veux un module du même nom que le dossier dans lequel il est stocké. Donc là, moi, c'est VM Ubuntu 18. J'ai précisé sa source, où est-ce que je le retrouve. D'accord? Il faut savoir que vous pouvez avoir des registries privées pour vos modules et pas simplement les avoir en local. Et enfin, je vais pouvoir redéfinir mes variables. Donc là, le nom de ma VM, le nom de mon ressource groupe et sa localisation, tout simplement. Étant donné que tout le reste sont des trucs en dur. Si j'avais plus de variables, j'aurais dû redéclarer l'ensemble de mes variables. Ok. Et enfin, on a le provider. Dans le provider, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser Azure. C'est des librairies qu'on va pouvoir télécharger via Terraform Init. Et donc là, on voit que j'utilise Azure ARM, qui est le provider d'Azure qui me permet d'utiliser simplement Azure. Après, là, on a le random pour utiliser le random et le TLS. Là, pour le coup, je ne l'utilise plus, mais le TLS, c'est pour aussi se connecter à distance. Ok. Donc, ici, je vais pouvoir faire un Terraform Init. Ta. C'est malin, les amis. C'est maintenant de savoir si tout ce que j'ai dit, c'est nul ou pas. Attention, ça initialise. Voilà, donc là, il me dit que tout a été correctement initialisé. On voit Bim. simplement qu'il a été vérifié si oui ou non ils étaient installés. Donc là, il me le dit, hein, D'accord. ça a été installé précédemment.
Et donc, il m'a installé toutes les versions de tous les Mhm. modules dont j'avais besoin. Par Jusque-là, la ça va. suite, je vais pouvoir faire un Terraform plan, comme je vous disais tout à Ah, l'heure. ok. C'est ce qui va me permettre de déterminer si oui ou non j'ai effectué des changements dans mon code et si oui ou non mon infrastructure est déjà déployée. Donc ça prend un peu de temps malheureusement. Ça, c'est le temps qui communique avec Azure pour vérifier que tout ce que vous essayez de déployer est soit déjà déployé, soit pas encore déployé. D'accord? Ouais, j'espère que ça va pas prendre trop de temps pour le coup. Du coup, là, ce qu'il est alors, si on écrit en attendant un peu ce qu'il est en train de faire, en gros, il crée un Mhm. graphe et sur ce graphe, donc il crée un graphe ordonné avec, toutes les dépendances de tous les modules, donc toutes les interdépendances qu'on va avoir vont être déclarées dans ce graphe-là et ensuite il va l'envoyer à Azure pour vérifier si oui ou non on a déjà des choses qui correspondent à ce graphe-là. Si on n'a Ok. rien, il va nous dire qu'il doit créer l'ensemble de nos modules. Si on n'a qu'un seul truc qu'on a créé différemment, il va nous dire: «Bah, j'ai que ça à modifier, dis-moi quand je le fais», avec le Terraform Apply. Voilà, Attention, il se passe des trucs. incroyable. Donc là, on a plusieurs infos. En fait, il va nous faire le récapitulatif total de l'ensemble des choses qu'on essaye de déployer. Ok. D'accord? Par défaut, on voit que, pour le storage account, j'ai pas déclaré autant de choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez malins pour se dire que Azure, a des valeurs par défaut et donc ils récupèrent les valeurs par défaut d'Azure pour Hmm. les réutiliser, tout simplement. Il y a des choses qu'on est obligé de redéclarer par mesure de sécurité, surtout quand ça concerne un paiement et donc notamment pour Oui. l'OS 10 qu'on est bien obligé de le redéclarer, sinon on paierait à chaque fois le prix fort. Oui, c'est malin. Voilà. À la fin, il nous fait notre petit récapitulatif. Ici, j'ai 12 choses à ajouter qui ne sont pas, en ligne. J'ai Mhm. 0 changement et 0 destroy, donc je n'ai rien à détruire. Tu ne m'as pas précisé de détruire quelque chose. Et Ok. enfin, je vais pouvoir faire le apply. Le fameux apply, celui qu'on attend tous. Ta-ta-ta. Exactement. En Suspense. plus, ce qui est pratique avec Terraform, c'est qu'il vous le reprécise un peu en vous disant: «Bah, attention, là, si tu veux run ton code, il faut utiliser Terraform Apply». Ils sont gentils Oui. quand même. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors là, Ah, pareil, ça va prendre un peu de temps. mais oui. Alors, j'en profiter pour plusieurs choses. Vous dire que la semaine prochaine, nous aurons David Rousset de Microsoft dans le 13h30 à 13h30. Haha, truc de fou. Qui va nous parler d'informatique quantique. Soyez là, les amis. Ça va être dingue. Avec des qubits et tout ça. Donc, ça va être. Même moi, je serai là. Mais évidemment. Et pour ceux qui ont envie de regarder la série 1899, ne le faites pas. J'ai fini hier, c'est de la merde. Qu'est-ce Ah qui s'est oui? Elle est passé? nulle? Là, en fait, j'ai juste Ouais, c'est pas appuyé fou. sur entrée en voulant réactualiser, du coup, il a cancel, Ah ben ce qui est bravo. Le mec, il ce qui appuie est bien sur ma faute, entrée. du coup. Attends, on a une Heu, en question. Peut-on oui. redéployer une VM existante et comment ça marche? Alors, si la VM est déjà existante, pour le coup, quand vous allez essayer de le déployer, imaginons que vous avez un ressource group sous Azure et que vous mettez le même nom de ressource group dans votre Terraform et le même nom de VM qui est déjà dans ce ressource group-là, Terraform va vous dire que, la VM existe déjà et donc que vous ne pouvez pas la déployer. Normal. Même au-delà de ça, dans le plan, il va vous dire que vous avez une erreur étant donné que la VM existe par défaut. Ici, il me demande si je suis sûr de vouloir, effectuer ces actions. A priori, on est sûr de nous. Yes. Donc je vais mettre simplement yes Bien joué. et là, il va commencer à me créer l'ensemble de mes ressources. Donc là, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir ces informations-là de base, donc qui là, pour le coup, ne nous apprennent pas grand-chose. Il est en train de créer ce qu'on lui a demandé de créer. Alors là, pour le coup, ça prend autant de temps qu'Azure met pour le créer. C'est-à-dire que là, il communique Oui. directement avec les API d'Azure. Donc là, on est juste obligé d'attendre, que Azure réponde correctement. Et par la suite, on verra tous les outputs. Et là, pour le coup, c'est très intéressant. Il nous reste 1 minute. Ouais. Désolé, désolé, désolé. En espérant que ça soit fini d'ici 1 minute. Mais en gros, ce que fait le apply, c'est qu'il va communiquer directement avec Azure Resource Manager via les API d'Azure. Mhm. Pareil pour AWS, c'est exactement la même chose. Et en fait, il va vous déployer les ressources une à une. Le truc qui est intelligent, c'est qu'avec le plan et le graphe qu'il a créé avec les interdépendances, il va savoir quelle ressource il est censé créer en premier. Et donc là, on voit, d'abord, il crée le ressource group, et ensuite, directement, il crée l'exemple.ssh donc, pour pouvoir potentiellement se connecter à ce ressource group-là en SSH et notamment à la VM qui va être dans ce ressource group-là.
Voilà. Quel suspense. C'est Waouh. l'heure du coucou. Oh, il se passe des trucs, il se passe des trucs. Il se passe des trucs, il se passe des trucs. N'appuie pas sur entrée, surtout pas. Non, non, bah là, je lève les mains en l'air et j'attends. C'est ça. J'ai envie de citer le fameux titre d'Otawan. Haut les mains, haut les mains, haut les mains. Voilà, c'est tout. Ta culture m'impressionne, Steve. Eh bien, tu pourras en juger en regardant M6 vendredi. Oh, il fait ça. Bien joué, à 21h10. Regardez jusqu'au bout, les amis. L'émission, c'est Qui peut nous battre. Ta ta ta. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être cool. Est-ce que tu penses qu'on est proche de la fin ou pas là? Ouais, là, il commence. Voilà. Là, on commence vraiment à être dans le remote exec. Donc là, en fait, là, il a créé la VM et là, il s'y connecte directement. Ok. Donc là, ce qui est vraiment cool, c'est que on va pouvoir voir les différentes exécutions qu'il va faire, et notamment le Docker Run et le World, qui est le conteneur de base que tout le monde peut exécuter quand il télécharge Docker, en espérant que ça ne prenne pas trop de temps pour le coup. Et bien entendu, la dernière chose que je peux vous dire, alors si on doit couper, on coupera, c'est pas grave. Là, on a vu que ça s'était correctement créé. D'ailleurs, si je vais sur Azure, je suis pratiquement sûr qu'on peut déjà le voir. Montre-nous. On va vérifier, en espérant. Il te reste Et là, 70 € de remaining. Vas-y. Ouais. Et là, on voit que effectivement, j'avais créé un ressource group qui s'appelait test. On voit qu'il a été créé. Sur East US, comme tu l'avais dit. Exactement. Et là, on voit que j'ai bien ma VM qui a été correctement créée. Super sympa. Voilà. Et donc là, il est en train de se connecter. Le seul problème, c'est que là, ça risque de prendre un peu de temps, étant donné qu'il y a l'initialisation de la VM qui prend, et donc lui, il wait l'initialisation de cette VM-là. Tout ce que je peux vous dire après, c'est que si vous faites un Terraform Destroy, qui est la commande pour détruire en fait tout ce que vous avez déployé, il faut savoir qu'il me détruira mon ressource group et toutes les ressources qui ont été dedans. Donc, c'est très pratique Terraform du coup pour le test, parce que quand vous allez tester avec votre équipe de développement, vous allez pouvoir déployer autant d'infra que vous avez besoin, et surtout, à la fin, vous pourrez les détruire tout d'un coup. Et pareil, c'est très pratique pour la prod, parce que du coup, on peut réutiliser des fichiers de config qu'on aura déjà utilisés, notamment, Steve, là c'est juste pour toi, quand on voudra faire du Kubernetes. Exactement, Kubernetes, on aime bien ça, notamment chez Neos SDI. Les amis, il est l'heure, là je vais me remettre ici, paf. Écoute, merci pour cette démonstration, Kevin. Alors attention, parce que ta caméra a bougé. Il faut que je la remette. Incroyable, au moment où ça y est, l'installer. Quoi? Attends, je repasse sur l'autre truc. Attends, vas-y. Ouf, regardez, il se passe des choses. Là, tout ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il installe l'ensemble des choses que je lui ai demandé d'installer. Donc là, docker.io. On voit qu'il est en train d'installer, hein, et il le dit ici, docker.io. Et derrière, il va pouvoir lancer notre conteneur à la fin de cette installation. Voilà, je suis juste content que ça ait bien marché correctement. Voilà. Ouais, c'est très très bien ça. En plus, on a vraiment toutes les infos, une vision exacte de tout ce qui se passe. Plutôt sympa. Et voilà, le Hello World, il est là. Hop là, il n'y a rien là. Il est où? Il est là. Ouais, très bien, très bien. Voilà. Impeccable. Ça conclut de façon géniale ce troisième épisode de Terraform. Dis donc, on a eu la démo complète. C'est vrai que fou. Merci beaucoup, Kevin. Je vous dis à la semaine prochaine dans le 1330 pour de l'informatique quantique avec David Rousset. Ça va être fou. Merci à tous, salut. À bientôt.